Cerno, une anti-enquête. Épisode 130. 3-2-1, 3-2-1. Paris, Canal Saint-Martin, il est 10h du matin. Je marche sur le quai de Valmy. Il fait doux et gris. On est en automne et il y a pile 40 ans au moment où je vous parle. Avant de partir à Toulouse, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin se sont lancés dans leur aventure meurtrière et ont commis leur première vague de crimes. Et leur 5e victime répertoriée, Alice Partouche Benaïm, a été assassinée le 7 novembre 1984, à l'heure du déjeuner. Je vous disais dans les épisodes précédents que l'un de ses arrière-petits-fils, Théo, s'était manifesté. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'interviewer. Il a un peu peur, je crois, de remuer un passé douloureux pour sa famille. Je peux comprendre. Mais ce qui est troublant dans ce podcast, c'est qu'Alice Partouche Benaïm ressurgit par un autre canal. Je vous le disais, c'est mon amie Ninon Chapuis. Elle s'est rendue compte que l'un de ses amis, un certain David, était lui aussi apparenté à Alice Partouche Benaïm. Alors j'en sais pas plus sur lui et sur son lien de parenté avec la victime, mais j'ai rendez-vous avec lui ce matin. J'aimerais rassembler le plus d'éléments possible sur Alice Partouche Benaïm pour pas qu'elle reste un numéro dans une liste de victimes. Jusqu'à présent, j'ai rencontré une personne de sa famille, une petite nièce par alliance, Marion, que vous avez entendu dans l'épisode 61 intitulé Tata Alice. Je traverse le pont tournant de la rue Dieu et j'arrive devant un immeuble des années 80, je pense. Je compose un premier code. Les immeubles sont ultra sécurisés aujourd'hui. Appel en cours. La porte est ouverte. Châtelet-Paulin. Ça me rappelle vaguement quelque chose, ça. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. Ils étaient deux. Plus de 38 corps retrouvés ligotés, maltraités. Crime presque de masse. Un fouille, l'autre torture. Et je regrette de ne pas avoir vécu plus. Mon pauvre Julien. Il faut continuer votre chemin. Moi ? Comment imaginer que ce jeune homme puisse être l'auteur de 21 meurtres? Oh oui. C'est quoi la vie, Brigitte ? Connaître la vie des autres vous apporte. J'ai parce qu'elle a bu ma chatte. Oh quelle honte, oh quelle honte. C'est un pervers. C'est triste. Oh oui. Tuait-il par besoin d'argent ou par sadisme? C'est une jeune femme sur la photo. Ces gens-là m'ont oublié. Madame Segaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Cerno. Toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. Elle me hante en fait depuis toujours. Bonjour. Ça va ? Merci de me recevoir, Julien. De rien, David, enchanté. Enchanté. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Un café, un thé, de l'eau? Un café, je dis pas non. Qu'est-ce que c'est que cette cafetière ? C'est un Chemex. D'accord. C'est un peu comme une cafetière normale, sauf qu'on verse directement l'eau dessus. On m'a fait beaucoup de café dans ce podcast, mais c'est la première fois que je vois ça. Ça fait longtemps que tu connais Ninon ? Ninon, on se connaît, je pense, depuis 2019, quelque chose comme ça. Et on s'était rencontrés au festival de Clermont-Ferrand. Tu travailles dans le cinéma ? Aussi, ouais. Et donc ça fait qu'on s'est très bien entendu, on est resté en contact, et puis depuis on est en contact régulier, quoi. Donc c'est elle la première qui m'a parlé de ton podcast, etc. Et donc là je lui avais dit, ah oui, bah tu sais, Alice Partouche, en fait c'est quelqu'un de ma famille, et puis elle était, ah c'est incroyable, faut que vous vous rencontriez, blablabla. D'accord. Donc voilà. Ok. Et j'ai aussi réalisé un truc ce week-end, c'est que tu as rencontré une de mes cousines. Marion. Donc c'est ta cousine. C'est ma cousine Germaine. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance, j'ai l'impression, entre vous deux. Ah, c'est vrai ? Oui.
Sa mère, c'est la sœur aînée de mon père. Vous avez exactement le même lien de parenté avec Alice Partouche Benaïm. Exactement le même. Ouais. Exactement le même. Si tu veux, on va dans le salon. Très bien. Merci pour le café. De rien. Donc, Ninon m'a dit que tu n'étais pas forcément intéressé par cette histoire, l'affaire Thierry Paulin. Alors, je sais pas dans quel sens elle a dit ça. C'est, je me souviens très bien de quand ça a eu lieu. C'est un souvenir très vif, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu le réflexe de me dire tiens, je vais aller fouiller, je vais voir ce qui s'était passé, etc. En fait, je pense que jusqu'à très récemment, c'était à l'occasion justement des discussions qu'on a eues avec Ninon que j'ai un peu décidé de creuser, mais de creuser dans le sens juste de comprendre quel était le lien de parenté entre cette personne et ma famille, parce qu'en fait, on dit que c'est Tata Alice, mais en même temps c'est une famille où tout le monde est des oncles, tout le monde est un cousin, même s'il n'y avait pas de lien de parenté direct. Donc il y a quelque chose d'un peu nébuleux comme ça. Il n'y avait pas de légitimité particulière à aller fouiller, parce qu'en même temps je me disais, mais ça se trouve c'est quelqu'un de très très éloigné, que les gens ont à peine connu, et c'est juste, voilà, ça fait partie de la famille étendue, alors qu'en fait, pas tant que ça, quoi. Et tu dis que c'est un souvenir assez vif de l'époque. C'est-à-dire que toi, t'étais né, t'avais quel âge ? Donc c'était en novembre 84, j'avais 5 ans. Ouais. Le souvenir que j'ai, c'est lié à une fête de famille. Et en même temps, les fêtes de famille, ce qui se passait chez nous, c'est... donc il y avait ma grand-mère, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, qui en gros faisaient les fêtes juives chez eux, et toute la famille se retrouvait là-bas. Donc on se retrouvait aussi tous le 1er janvier. Dans mon souvenir qui est très clair, ça se passait un soir. C'est vrai que ma grand-mère, elle avait cette manie-là, c'est que son appartement était au rez-de-chaussée, donc souvent quand il y avait des fêtes de famille, elle fermait les volets. Et à l'époque, donc mon grand-père était encore vivant et il avait son bureau dans une des pièces. Lui, ses volets étaient toujours fermés et en même temps, son bureau, c'était un peu le point de rencontre des enfants. Donc il y avait moi, il y avait ma sœur, il y avait Marion, le frère de Marion, et puis à l'époque, il y avait aussi mes 2 autres cousins. Je ne sais pas s'ils étaient là ce jour-là parce qu'ils ne vivaient pas à Paris. Mais en fait, moi, le souvenir que j'ai, c'est d'arriver dans la grande pièce, dans le grand salon où tout le monde était là et que tout le monde ne parlait que de ça. Je sais que ma mère m'avait dit que Alice, peut-être qu'elle me l'a dit à ce moment-là, elle était morte de vieillesse. Et on était partis dans la pièce à côté, parce qu'en gros, ils nous avaient dit, quitter la pièce, parce que j'imagine qu'ils étaient en train d'en discuter. Et on s'est retrouvés dans le bureau avec ma sœur, donc Jérôme, le frère de Marion, et Marion. Et là, Jérôme nous a dit, mais en fait, elle n'est pas du tout morte de vieillesse. Voilà comment elle est morte, et il nous a tout raconté. Et je me rappelle qu'il nous avait raconté le détail des mains attachées au fil de fer. Et donc c'est un souvenir assez vif, ouais. Rouée de coups, violentée, l'une d'elles est même forcée d'avaler de la soude caustique pour avouer où se trouvent ses économies. Tu te souviens de ta réaction ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as appris qu'elle avait été assassinée ? Parce que tu étais tout petit. Moi, dans mon souvenir, j'ai, de manière très épidermique, j'ai deux choses qui reviennent. La première, c'était de dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas dit la vérité ? Et la deuxième, c'était, mais ces choses-là arrivent dans la vie. Parce qu'à ce moment-là, je me souviens de cette discussion que j'avais eue avec ma mère, où je disais, mais les vampires n'existent pas, les zombies n'existent pas, les monstres n'existent pas, les assassins n'existent pas, les cambrioleurs n'existent pas non plus. Et d'un coup, c'était de se dire, mais en fait, des choses horribles arrivent dans la réalité. D'accord. Voilà, c'était ça le truc le plus vif qui était ressorti. Est-ce que t'étais quel genre d'enfant ? Je saurais pas vraiment dire. C'est une question compliquée. Ouais, qu'est-ce qu'on disait de toi ? Non, j'ai pas grand-chose. Moi, je sais juste que je pense qu'à l'époque, je voulais déjà faire du cinéma. À l'époque, j'étais déjà très attiré par le cinéma d'horreur. À 5-6 ans ? Ouais. Après, c'est marrant parce que justement, j'ai réfléchi ce week-end et je me disais, mais c'est vrai que c'est marrant que... j'aime tout le cinéma, etc. Mais dans le registre du cinéma d'horreur, le genre de film qui m'a jamais attiré, c'est les films sur les tueurs en série. Mais jamais. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une connexion ici. Et justement, c'est un genre de cinéma que je peux rejeter parce que c'est souvent des films qui tombent dans des représentations cliniques, etc. Je me souviens d'un film sur l'affaire Manson que j'avais vu, où on se dit, mais comment est-ce qu'on peut autant s'intéresser aux tueurs quand on pense aux vies qu'ils ont détruites. Et ça m'a vraiment jamais trop attiré. Quelqu'un qui juste... détruit des vies par compulsion, c'est très proche de la réalité, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais parlé, quoi. Il y a un côté peut-être un peu sensible à ce niveau-là.
fait, Alice, c'était la belle-sœur de ma grand-mère, par alliance. Le mari de ma grand-mère avait 9 frères et une sœur, donc c'était aussi des familles énormes. Et donc il y avait des liens plus ou moins ténus entre les gens, mais en revanche, Alice et mon arrière-grand-mère sont restés très proches. Et notamment, à la fin de la guerre d'Algérie, il y a une fille d'Alice donc, qui s'appelle Janine, qui n'est pas rentrée en France, mais qui est partie s'installer aux États-Unis. Et mon arrière-grand-mère et Alice ont fait un séjour ensemble aux États-Unis pour aller la voir dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et en fait, c'est mon père qui m'a confirmé qu'en fait, le voyage, elles l'ont fait qu'à 2. Donc, ce qui traduit une certaine proximité, mais que je ne réalisais pas du tout à l'époque, quoi. Je dis que c'est très cinématographique comme situation aussi. Ces deux vieilles dames qui vont à Los Angeles. Ah oui, ouais. C'est vrai que moi, le seul écho que j'avais eu de ce voyage pendant longtemps, c'était mon père qui racontait, donc quand Marthe est allée à Los Angeles, elle est rentrée, elle a ramené des jeans pour tout le monde, mais comme les tailles américaines sont pas les mêmes que les tailles européennes, les jeans étaient tous trop petits, et elle appelait pas ça des blue jeans, elle appelait ça des boudings, parce qu'elle déformait tout, enfin bon. Et voilà, et après, je sais qu'elle avait, elle avait adoré aussi bien les restaurants que les centres commerciaux, et en effet, je crois que c'était quelque chose, ouais. Et du coup, toi, tu as des souvenirs d'Alice ? Non, je me souviens pas du tout de l'avoir rencontrée. Je sais que, en fait, donc mon arrière-grand-mère et mes grands-parents habitaient tous dans le 17e. Et il y avait un peu ce truc, tous les samedis, où une partie des vieux de sa génération se retrouvait chez elle. Et je sais que Alice faisait partie de ceux qui venaient souvent à ces réunions du samedi. Mais voilà, j'ai été beaucoup à ces réunions du samedi, mais un peu plus tard. En gros, voilà, c'était toute cette génération qui se retrouvait, qui se racontait leur semaine, qui se racontait leur vie, qui échangeait beaucoup de ragots sur le mariage des uns et des autres, sur comment vont les enfants, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Et encore une fois, comme c'était une grande famille, je pense qu'il y avait de quoi remplir l'après-midi. Ouais. Comment tu l'imagines, toi, Tata Alice ? Comment ça se forme dans ton esprit, son image, tout ça ? Comment tu pourrais la décrire ? J'ai envie de dire c'est très facile parce qu'en fait donc mon arrière-grand-mère et les autres femmes de sa génération, donc moi je me souviens très bien de deux autres personnes qui étaient Tata Laurette et Tata Yvonne. Si je prends Yvonne, Laurette, ma grand-mère, c'était 3 femmes qui physiquement étaient assez semblables, c'est-à-dire petites, très énergiques, habillées assez chic et en même temps avec toujours des bijoux, des gros manteaux, des choses comme ça, toujours un peu permanentées avec, pour certaines, un peu des grosses lunettes. Donc moi, Alice, si je l'imagine comme une variation de ça. Je sais pas pourquoi je l'imagine un peu plus ronde que les autres, mais ça je sais pas si c'est parce que j'ai vu une photo qui m'est restée consciemment ou je sais pas, mais voilà, en fait je l'imagine vraiment comme faisant partie de ce groupe-là qui en fait vraiment étaient physiquement très semblables les unes avec les autres, toutes petites, et puis avec plutôt des fortes personnalités. Ouais, et puis voilà. Il paraît que c'est son fils qui allait déjeuner avec elle, qui l'a trouvée morte. Oui, ouais. Ça tu sais ? Oui, ça je sais. Et en même temps, la chose qui résonne le plus, c'est de me dire, bon, avant cette journée-là, ça veut dire que tous les jours, son fils venait déjeuner avec elle. Et ça, c'est pareil, ça résonne beaucoup avec du côté de ma grand-mère, où très souvent, même en semaine, on allait manger chez elle, enfin que ça soit moi, ma sœur, mes cousins, même mon oncle, etc. J'ai un oncle qui, à un moment, oui, je pense, aller déjeuner avec elle quasiment tous les jours. Et cette famille-là avait des habitudes qui étaient quand même les mêmes que les nôtres. Je sais parfaitement ce que c'est que d'aller manger chez ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère au milieu d'une journée de travail, quoi. Ce truc-là, on en parle souvent avec Marion, c'est marrant, ce truc de si tu rentres chez moi, tu peux pas repartir les mains vides et tu peux pas repartir le ventre vide. Donc il y avait un côté à toujours ressortir un peu comme le magicien qui sort des rubans de sa manche, elle allait passer son temps à ressortir des trucs. Mais tiens, tu peux manger ça, tu peux manger ça, tu peux manger ça, tu peux manger ça. Et ouais, ça en revanche, c'est encore très très présent, quoi. Mais d'ailleurs, là, j'ai encore quelques casseroles de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère, dont la cocotte dans laquelle elle faisait les boulettes parfois. Donc quand tu allais déjeuner chez ton arrière-grand-mère ou chez ta grand-mère, c'était j'imagine, de très bons moments où tu devais te sentir extrêmement choyé. Oui, ouais. Avec les deux, ouais. Ouais, elle préparait le thé, elle préparait les gâteaux. C'était en fait les gâteaux qu'elle préparait souvent pour le goûter. Il y en avait 2. T'avais un peu des croquettes aux amandes et des croquettes au fromage. Et les croquettes au fromage, l'une comme l'autre, enfin
Surtout la croquette au fromage, je sais pas si c'est une recette qu'on a encore, je me demande si elle n'a pas été perdue. Mais oui, il y avait un truc de joie dès qu'on arrivait, enfin qui était absolument pas filtré. C'était des personnalités très très différentes, mais il y avait chez les deux cette espèce de désir complètement ouvert que je veux que tu manges bien, je veux que tu manges beaucoup, je veux que tu sois bien, je veux que tu sois content, qui était quand même assez incroyable, quoi. Elle t'aimait? Oui, ouais. Ah oui, ça c'est mon arrière-grand-mère, c'est on était tous son trésor d'une manière ou d'une autre, donc c'est vrai que c'est plutôt un environnement très aimant. Ouais. C'est comme ça qu'elle t'appelait, Trésor? Non, moi elle m'appelait... alors je pense que j'étais pas le seul qu'elle appelait comme ça, mais elle avait un terme qui était mon adoshkedok. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis pas sûr d'avoir les bonnes syllabes, mais en tout cas c'était comme ça. Ouais, ça voulait dire, j'imagine, ça voulait dire quelque chose de similaire à mon trésor. Ouais. Et toi, tu les aimais? Ouais, évidemment. Ouais, les deux étaient très différentes, mais les deux sont encore beaucoup là. Enfin, ça m'arrive souvent de faire des rêves avec l'une comme avec l'autre. Enfin, plus avec ma grand-mère qu'avec mon arrière-grand-mère. Mais voilà, le coin du 17e dans lequel elle vivait, dès que je passe par là en métro. Ma sœur m'avait dit la même chose, mais dès que je suis sur la ligne 3 et que je passe à Pereire, même si je suis en train de lire un livre, j'ai toujours le réflexe de lever la tête et j'arrive à Pereire. Je passe assez rarement dans le quartier, mais quand j'y passe, forcément, il y a quelque chose où ça sera toujours l'avenue Niel, ça sera toujours ma grand-mère, la rue Hennequin, ça sera toujours mon arrière-grand-mère, et ça sera toujours leur immeuble, et oui, c'est toujours très très présent. Et quand elle vient dans tes rêves, qu'est-ce qui se passe? Alors avec ma grand-mère, en règle générale, c'est un peu ces rêves étranges où le passé et le présent se mélangent, où par exemple on est en 2020, admettons si ça doit être maintenant, on est en 2024, je suis avenue Niel, et je me dis, je vais sonner chez ma grand-mère, quoi. Quand je rêve et que je rentre chez ma grand-mère et que je sonne de manière intempestive chez elle, comme je pouvais le faire, et que je lui dis c'est moi, et que j'entends sa voix qui dit mon chéri, et que je rentre et qu'elle est en train de sortir pour m'ouvrir la porte et qu'elle a un grand sourire et qu'elle est très contente et qu'elle dit je suis tellement contente que tu sois là, etc. Quand je rêve de ça, je le revis de manière littérale, quoi. C'est à tous les niveaux, les odeurs sont là, la texture de sa peau, enfin tout est là, le souvenir c'est comme s'il était sorti de sa boîte d'une manière incroyablement intacte, quoi. Donc et quand tu te réveilles, tu te sens comment? Je me sens mélancolique, mais plutôt très content. Et je pense que il y a plutôt une espèce de, d'une certaine reconnaissance d'avoir vécu ça, quoi. Ce que tu racontes d'elle, donc de ton arrière-grand-mère, de ta grand-mère, et l'émotion que je vois un petit peu dans tes yeux, je trouve que ça souligne l'horreur en fait du meurtre d'Alice. Ouais, pour moi, ça souligne tout. L'horreur de... si on prend le parcours d'Alice, si je me dis que son parcours est similaire à celui de ma grand-mère, il y a un côté... est-ce qu'elle a eu un répit à un moment presque, c'est toujours être frappée par des choses, parce qu'elle aussi, si elle est née en 1900, elle a aussi connu deux guerres, elle a aussi connu la guerre d'Algérie, elle a aussi connu le retour en France avec, j'imagine, certaines difficultés, parce que je pense qu'elle était beaucoup plus modeste que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles étaient dans un coin du 17e, je sais pas comment ces quartiers étaient là quand ils sont arrivés, mais ils étaient quand même plutôt dans un beau quartier, alors que je crois que Alice était quand même dans un quartier plus populaire. Et oui, pour moi, ce que ça évoque, c'est ce fait de reconstruire les choses, et que ces choses puissent être toujours balayées par des tempêtes qu'on ne contrôle pas, et dont certaines peuvent être aussi vraiment chaotiques que imprévues, que barbares comme ça. Oui, mais comment t'expliques ce qui s'est passé? Parce que du coup, effectivement, cette rue Marc Seguin dans le 18e, ça devait être un quartier presque pauvre, j'imagine, à l'époque. Comment on peut expliquer cet acte de Thierry Paulin qui rencontre Alice? Comment on peut expliquer qu'il se soit attaqué à cette femme-là? Moi, je sais pas vraiment. J'ai l'impression que eux, je crois qu'ils étaient très très jeunes. Je pense aussi qu'il y a...
Je sais pas à quel point c'était parce que j'ai pas lu grand-chose sur l'affaire, je me suis jamais trop intéressé, mais j'ai l'impression que c'était pas non plus c'était pas des tueurs en série méthodiques qui assassinent des gens comme ça pendant des décennies, comme on peut voir aux États-Unis, où ils passent d'un état à l'autre, blablabla. Il y avait pas quelque chose de méthodique, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'assez impulsif, et j'ai l'impression aussi que dans ces cas-là, notamment dans ce genre de choses un peu crapuleuses, il y a cette tendance à aller plutôt faire mal à son voisin immédiat, à la personne qu'on voit immédiatement sous ses yeux, parce que je me dis, c'est en même temps, si ça avait été entre guillemets, des génies du crime, ils seraient probablement allés dans le 16e, où ils auraient planifié les choses autrement. Là, après, en 84, j'imagine, enfin, même ma grand-mère, elle faisait toujours ça jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire le samedi, si j'étais chez elle le samedi ou le dimanche, elle me donnait sa carte de retrait, elle m'envoyait pour que je retire le liquide dont elle allait avoir besoin pendant la semaine. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, c'est plus aussi bien une absence de réflexion, ouais, probablement une absence de réflexion, mais vraiment ce truc en fait, la proximité, elle était là, quoi. Il lui arrivait ça parce qu'elle était là. Peut-être qu'il s'attaquait à une part vulnérable qu'on a tous en nous. Peut-être que c'est ça qu'il voulait détruire. Ouais, ou peut-être que c'était la recherche cruelle de la facilité, quoi. Et en même temps, je dis ça, c'est s'il se retrouve à torturer un autre être humain, c'est quand même pas facile. Donc oui, il y a quand même une recherche de destruction et de faire du mal, quoi. Le détail qui m'avait frappé, c'était un petit peu après, peut-être quand même une fois où j'avais regardé des trucs sur un bout de truc sur Thierry Paulin, c'est que de tous ces meurtres, c'était le plus horrible. Donc là, c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai pas eu envie d'aller chercher plus loin, parce que encore une fois, moi, la question, non, en fait, les deux questions qui sont automatiquement soulevées, c'est il y a le fait de commettre un acte comme ça, mais il y a aussi le fait de commettre la version la plus horrible de cet acte-là. Comment est-ce qu'on peut, surtout s'ils étaient deux, comment est-ce qu'on se comporte face à la souffrance de quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut être aussi détaché de ça? Ça te questionne? Oui, ouais. Enfin, c'est plutôt des questions que j'ai envie de tenir éloignées, mais c'est vrai que forcément, c'est quelque chose qui est là, quoi. Toi, du coup, tu t'as jamais vraiment oublié Alice? Non. C'est dans un coin de ta tête? Oui, ouais. Oui, c'est toujours dans un coin. Alors même si on voulait te préserver, tu t'es rendu compte très jeune, en fait, que l'horreur faisait partie du monde. Oui, complètement. Ouais, complètement. Et c'est vrai que si je reprends un peu tous les films ou les livres qui m'ont marqué, le seul que je revisite pas, c'est un livre qui est vraiment terrifiant, qui est Cimetière de Stephen King. Et Cimetière de Stephen King, ça parle exactement de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est une famille qui est balayée par les circonstances et par les tragédies et par ce que le chaos du monde peut avoir de cruel. Toi, donc, tu travailles dans le cinéma, tu fais quoi précisément? Je suis producteur. Ouais. Tu produis quel genre de film? Alors là, des films d'horreur. Voilà, ok. Des films d'horreur. Ouais. Ah, d'accord. Ça sert à quoi les films d'horreur? Ça sert à s'amuser, ça sert à avoir des émotions fortes, ça sert aussi à parler de manière métaphorique du monde autour de nous. En fait, pour moi, je retrouve dans les films d'horreur que je préfère, je retrouve un peu ce qui pour moi est la caractéristique du cinéma, c'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi bien une fuite du monde qu'une fenêtre sur le monde. C'est les deux à la fois. Il y a des moments où, en effet, on voit des films pour un peu échapper à la réalité, et en même temps, un film ne peut pas fonctionner s'il ne résonne pas avec quelque chose qui relève de l'ici et maintenant. Lame de couteau, pointe de ciseaux, autant d'instruments de torture dans les mains de Mathurin et de son compagnon Thierry Paulin. Du coup, je m'interroge sur ma démarche. Est-ce que je dois continuer à essayer de me rapprocher d'Alice en quelque sorte, ou est-ce que je dois passer à autre chose? Alors, moi, de mon point de vue, et encore une fois, je le dis avec une certaine distance, et je vais vraiment pas me substituer à sa famille plus proche, etc. Mais moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que
c'est une démarche qui est juste dans le sens où par exemple, là maintenant, après qu'on soit parlé ou pendant qu'on se parle, etc., ça ouvre une porte qui, moi, j'ai l'impression, est forcément belle, parce que ça réécrit ou ça écrit une histoire qui n'a pas forcément été écrite. Mais là, maintenant, tout recreuser ça, c'est... ça réécrit quelque chose, ça redonne une existence, ça redonne une place aux gens. Justement, il n'y a rien de morbide, il n'y a rien de négatif là-dedans. Moi, justement, c'est quelque chose d'important qui s'ouvre, donc moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais un autre truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit, c'est que j'adorais Le Bal des vampires, le film de Polanski. Et dans ce film, c'est un film dans lequel il y a Sharon Tate, donc qui a été une des victimes de la famille Manson. Et mon souvenir très fort, notamment des 2 premières fois que j'ai vu Le Bal des vampires, donc une fois quand je devais avoir 8 ans avec mes parents et une fois quand j'avais 11 ans au cinéma, c'est que les adultes de la génération de mes parents, autour de moi pendant le film, lors du premier plan d'introduction de Sharon Tate, tous avaient cette espèce de soupir, genre « Ah, Sharon Tate, qu'est-ce qu'elle était belle et qu'est-ce que c'était horrible ce qui lui est arrivé ». Et en même temps, quand on voit le film et quand on voit le plan d'introduction de Sharon Tate, en effet, c'est un plan magnifique où elle est sublime, elle a un charisme incroyable, il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Et en fait, j'ai très vite réalisé que par exemple, la génération de mes parents, quand ils voient ça et quand ils voient ce plan-là, ça leur rappelle que c'était une jeune femme, un être humain, une comédienne, quelqu'un qui aurait sûrement eu une belle carrière, qui aurait sûrement eu une belle vie, etc. Et donc ça la remettait à la bonne place où elle était plus définie comme étant la victime d'un meurtre absolument atroce. Ça casse le fait que, encore une fois, à l'instant présent, comme il y a très peu de choses sur Alice Partouche, elle est définie par le statut de ce qu'ont été ces derniers moments. Or, elle ne peut être que autre chose que ça, quoi. Est-ce que tu peux me montrer les casseroles ? Oui, bien sûr. Alors, ça c'est une des casseroles. Et ça c'est l'autre. Et c'est dans celle-là que de temps en temps, quand il y avait pas pour des fêtes familiales, mais plutôt pour le midi, s'il y avait des boulettes qui sortaient du congèle qui étaient réchauffées, c'était dans celle-là. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est une excellente casserole. Bon, merci beaucoup, David. Merci à toi. Le café était très bon. Ah, c'est vrai ? Ouais. À bientôt, alors au plaisir. Ça marche. Ciao, bonne journée. Bonne journée à toi. 3-2-1, 3-2-1. Pendant ce temps, au Canada. Bonjour Julien, je suis Mélanie du Québec. J'ai écouté l'épisode 129 ce soir. Puis j'ai entendu une auditrice, Sophie d'Ottawa, te dire que elle trouvait pas que Cernot c'était du noir ou qu'on voyait le mal à travers l'être humain, mais au contraire, comme Sophie le mentionnait, je trouve que non. Il y a tellement de lumière dans ton podcast. C'est presque une thérapie d'écouter les gens te parler. C'est plutôt, je trouve, positif. Ouais, c'est ça. Je sais que ça doit être des fois lourd à porter, mais c'est sûr que tu dois penser à toi dans tout ça, prendre du temps pour toi. Faut jamais que tu t'oublies là-dedans. Mais tu es dans la bonne voie, je pense. Je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, moi, ce que je peux voir et ressentir par rapport à ton podcast, c'est que tu es probablement sur ton X. Enfin, je l'espère. J'espère que je parle pas à travers mon chapeau. Mais en tout cas, j'apprécie énormément ton travail étant une contributrice au Patreon. J'adore ce que j'entends. J'espère que tu vas pouvoir continuer encore longtemps et j'espère que tu vas avoir la chance aussi d'avoir des gens justement qui vont t'aider tout au long de ton parcours pour pas que ça soit trop justement de travail, que ça soit trop épuisant pour toi. Donc si jamais on peut faire quoi que ce soit pour toi, demande-nous. Sois pas gêné de faire appel à nos contributeurs au Patreon, même en étant au Canada, au Québec, en espérant que ça va t'amener à voyager et rencontrer plein de personnes. C'est sûr que des fois, on se détourne un peu de ton idée principale, mais je pense que on revient toujours à
à l'essentiel, puis c'est juste beau. Donc, continue, Julien, on est derrière toi, on te soutient, puis je pense pas on va te lâcher non plus. Donc, quoi que tu fasses, on va te soutenir. À bientôt. Bisous. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup Mélanie pour la suite de ce sympathique feuilleton canadien. Je voudrais te dire que le seul fait que tu sois abonné au Patreon, c'est déjà un grand soutien pour moi. Sinon, je pourrais pas financer ce travail. Et donc, je te remercie, ainsi que toutes mes contributrices et contributeurs. Cette anti-enquête est loin d'être un travail solitaire finalement. Mélanie, il y a un petit mystère dans ton message que j'aimerais résoudre. Tu dis que je suis probablement sur mon X. T'es probablement sur ton X. Eh bien, je sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement une expression québécoise. Bon, je vais faire des recherches. Quoi qu'il en soit, merci encore Mélanie. Et à présent, je voudrais revenir à Alice Partouche Benaïm. J'ai une bonne nouvelle. Son arrière-petit-fils, Théo, est d'accord pour qu'on se rencontre. Je suis pas sûr encore qu'il accepte que j'enregistre notre conversation quand on se rencontrera. Mais on verra bien. Alice revient, et le fait de rencontrer l'un de ses descendants directs va sûrement nous donner une image un peu plus précise, et ça nous permettra aussi de mieux prendre la mesure de son assassinat. Alors, en attendant mon rendez-vous avec Théo, je vous annonce que je vais partir en voyage dans quelques heures. C'est une nouvelle destination pour l'anti-enquête. Il faut que j'aille préparer mes bagages. 3-2-1. Il est 5h30 du matin. On est vendredi. Je suis gare Montparnasse. J'ai dormi 3 heures. Et je vais prendre un train pour Toulouse, où je vais rencontrer Julien, le beau-père de Bérénice. Et donc je vais profiter de ce voyage à Toulouse pour aller voir certains lieux qu'a fréquenté Paulin. Toute la semaine, j'ai lu des choses dans le dossier du commissaire Laitier et dans les coupures de presse pour essayer de retracer l'itinéraire de Paulin. Je voudrais aller voir des endroits où il a vécu pour essayer de comprendre quel était son environnement et peut-être ce qui a pu se passer là-bas. Mon train part à 6h02, voie 5. Je vais dormir pendant le voyage. Mesdames, Messieurs, notre train va partir. Attention à la fermeture des portes. À suivre. Our train is about to leave. Please mind the doors.